sur la planification de l'aménagement du territoire et l'intégration des enjeux écologiques. Il y aura donc plusieurs... On entend très très mal. Ouais, je vais mettre derrière. Oui, c'est celui-là. Donc oui, je vais présenter juste le... C'est bon, comme ça, vous entendez bien? Oui. Voilà, donc on aura, Jules aura 30 minutes pour présenter, ensuite on aura une série de questions. Alors on aura les 3 encadrants de la thèse, donc Sylvain Pioche, qui est directeur de thèse, qui est ici, Corélie Calvé, qui est directrice de thèse, et puis Sylvain Rivera, qui est aussi directeur de thèse. Ensuite on aura 2 rapporteurs qui sont en distanciel, donc on aura Pascal Marty, qui est professeur à Oxford University, et puis Nathalie Frascaria-Lacoste, qui est professeure à Paris-Saclay. Et puis on aura après l'intervention de Michel Perret, qui est au ministère des Transitions écologiques, et de moi-même qui conclurai les débats. Et ensuite on fera la synthèse. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats des 3 années de thèse qui viennent de s'écouler, qui portaient, donc, comme Mme Bruyas l'a dit, sur la planification de l'aménagement des territoires et l'intégration des enjeux écologiques, ou comment améliorer l'application de la séquence éviter, réduire, compenser par la modélisation écologique participative. Alors, j'ai mené cette thèse en convention CIFRE entre le bureau d'études Théroico, donc encadré par Sylvain Moulera, et le centre d'écologie fonctionnelle d'abord dans un premier temps, et puis le LAGAM, le laboratoire de géographie, à sa création à la moitié de ma thèse, donc avec un encadrement entre Sylvain Pioche et puis Coralie Calvé au sein de l'université Paul Valéry. Alors, si ça veut bien marcher. Okay. Quelques mots de contexte sur la situation dans laquelle ces travaux se déroulent. Aujourd'hui, on vit la 6e grande crise d'extinction avec des impacts extrêmement importants sur la biodiversité et des espèces à risque à travers le globe. Si on a souvent une perception de cette grande crise d'extinction à travers des hotspots de biodiversité, des secteurs très riches, la forêt amazonienne par exemple, c'est une crise qui touche tous les taxons à toutes les échelles et notamment ceux qui nous sont les plus proches. Donc, à titre d'exemple, le monofriquet, donc une espèce d'oiseau extrêmement commune dans nos campagnes, a vu ses populations réduites de 60%. Tous les reptiles de France sont aujourd'hui à environ 24% menacés. Et pour les mammifères, on est à un niveau de menace à peu près 14% depuis les récentes années. Donc, à un niveau d'impact assez fort qui, dans les pays européens et en France en particulier, sont largement imputables à l'aménagement du territoire et au développement, au changement d'occupation du sol et au développement de l'urbanisme. Face à du coup, cette crise d'érosion, on a différents dispositifs de conservation et d'atténuation des impacts qui ont été mis en œuvre depuis les années 70 à l'échelle internationale, avec un objectif international qui s'est fixé, un non-perte nette de biodiversité, qui notamment a été traduit dans le droit français. Pour atteindre cet objectif, différents dispositifs sont mis en œuvre, et en particulier un dispositif qui est largement répandu à l'échelle internationale et discuté, la séquence éviter, réduire, compenser. Donc, c'est un dispositif qui vise à limiter et donc arrêter les impacts pour atteindre l'objectif de non-perte nette, qui s'appuie sur un état initial de l'environnement, donc sur lequel on va identifier tous les enjeux de biodiversité face à un projet d'aménagement qui va venir générer un certain nombre d'impacts, directs ou indirects, sur différents composants de biodiversité sur le site de l'aménagement. Et donc, on va appliquer cette séquence-là, étape par étape. D'abord, on va éviter, c'est-à-dire qu'on va supprimer tout ou partie des impacts sur un composant, une suppression totale de cet impact sur un ou plusieurs composants, donc soit par des évitements d'opportunités, des évitements qui vont se traduire par des modifications totales du projet ou partielles. Une fois que ces mesures d'évitement ont été mises en œuvre, on va passer à l'étude de la phase de réduction, donc qui va venir atténuer les impacts sur certains composants de biodiversité, donc par la mobilisation de solutions techniques, par exemple, ou d'adaptation spatio-temporelle du projet. Une fois que l'évitement et la réduction a eu lieu, on rentre dans une dernière phase qui va répondre aux enjeux des impacts résiduels, donc les impacts restants, et on va venir compenser, c'est-à-dire générer sur un site à une proximité fonctionnelle du site impacté, un gain écologique qui sera équivalent à l'impact résiduel, ce qui reste comme impact,
et mettre en œuvre des mesures qui se doivent d'être pérennes, efficaces, qui vont répondre à une obligation de résultat, notamment dans le droit français. Donc cette séquence-là, c'est un dispositif qui est mis en œuvre depuis les années 70 pour justement limiter les impacts de l'aménagement du territoire sur la biodiversité à toutes les échelles, à l'échelle des projets, des plans, des programmes. Et pour autant, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, la crise d'extinction est toujours là. L'objectif d'absence de perte nette n'est pas atteint. Donc ce manquer peut être associé à un certain nombre de limites, notamment au niveau de la séquence ERC. J'en ai listé quelques-unes. La biodiversité qu'on va prendre en compte pour l'évaluation et du coup pour la construction des mesures, la notion d'équivalence écologique qui pose question sur du coup, la possibilité d'avoir un gain qui soit équivalent à une perte, la mise en œuvre réelle des mesures, et notamment des questions de décalage temporel entre les impacts et les mesures ERC, et plus globalement une certaine complexité du dispositif qui limite assez largement sa mise en œuvre. Une solution, un consensus se dégage autour du besoin de prendre du recul par rapport à l'application de cette séquence-là, donc d'entrer dans des phases plutôt de planification et d'anticipation associées à cette séquence pour réfléchir à une échelle plus large son application. Donc c'est ce que je résume un petit peu ici. Aujourd'hui, la séquence ERC elle est très centrée sur l'échelle des projets, à travers notamment les études réglementaires dans lesquelles elle s'insère. Et on a un effet de zoom sur chaque projet qui se voit du coup, étudié sous le spectre de l'ERC. Et du coup, on n'a pas forcément de réflexion à une plus large échelle de planification et d'anticipation pour la mise en lien de toutes les mesures et la mise en lien de tous les impacts. On peut parler par exemple de l'étude des impacts cumulés de plusieurs projets sur un territoire. Et donc, on aurait a priori beaucoup de choses à gagner à reculer d'un cran et prendre un peu plus le temps de la planification pour l'application de cette séquence-là. Donc, j'en arrive à la problématique générale de ma thèse. Donc, face à ce consensus-là, face à cette voie de résolution-là, j'ai étudié comment est-ce qu'on peut améliorer l'intégration des enjeux écologiques dans l'application de la séquence ERC à l'échelle des territoires, donc dans cette phase de planification. Et l'hypothèse fondatrice centrale sur laquelle j'ai basé mes travaux, c'est celle qui me permet de dire qu'on peut mobiliser des nouveaux outils, nouveaux au sens de l'ERC, qui ne sont pas aujourd'hui appliqués dans le spectre opérationnel, pour en améliorer l'application. Et en particulier, je me suis beaucoup appuyé sur les outils de simulation numérique de viabilité des populations. Je reviendrai sur cet outil-là un peu plus tard. Pour passer à cette échelle de planification, on doit résoudre plusieurs prérequis qui sont traduits en hypothèses et qui constituent mes axes de recherche. Le premier, c'est cette question de l'évaluation de la biodiversité. Comment est-ce qu'on évalue la biodiversité et comment est-ce que les outils, de nouveaux outils, peuvent s'intégrer dans des méthodes existantes ou venir les compléter. Donc, j'ai représenté ici du coup, une piste pour prendre en compte cette évaluation de la biodiversité. On peut considérer que la biodiversité doit être évaluée selon trois composantes. La structure, donc l'organisation physique des éléments de biodiversité à l'échelle considérée. La composition, qui est la diversité des éléments de biodiversité à une échelle considérée. Et la fonction, autrement dit le fonctionnement des différents éléments à chaque échelle qu'on considère, espèces, habitats, écosystèmes, etc. Et l'hypothèse que j'ai suivie, c'est que des outils numériques et génétiques, dont la simulation numérique que je présentais juste avant, peuvent s'intégrer dans des méthodes d'évaluation de biodiversité actuellement mises en œuvre et y apporter un certain nombre de bénéfices sur cette évaluation sans pour autant diminuer leur opérationnalité. Je reviendrai sur cette question d'opérationnalité qui est assez centrale. C'est mon premier axe de travail. La deuxième limite pour le passage à la planification, c'est le passage opérationnel à la planification. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer d'une planification qui serait une somme de projets à une vraie stratégie à une échelle plus large qui permettrait d'avoir une réflexion du coup, plus intégrée de tous les projets et de toutes les applications de la séquence ERC. Là, l'hypothèse que j'ai suivie, c'est que des résultats produits par simulation numérique peuvent faciliter la mise en œuvre du processus de co-construction de la planification, qui est un élément central, notamment grâce à l'identification des enjeux fonctionnels du territoire. Ce que j'étudierai dans le deuxième axe. Et enfin, mon troisième prérequis, ma troisième limite que j'ai étudiée, c'est le manque de portage politique, notamment associé et qui vient compléter une méconnaissance de la séquence par les acteurs qui l'appliquent. Et donc, l'hypothèse que j'ai suivie, c'est qu'on a un défaut d'engagement au niveau des élus locaux sur la protection de la biodiversité et l'intégration de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc, ma problématique ici est le déroulé de ma thèse. Donc, ma problématique est très centrée sur l'interaction entre biodiversité et aménagement du territoire. C'est une problématique que, du coup, j'aborde avec une posture de géographe qui me permet de mobiliser énormément de champs disciplinaires différents. Des champs disciplinaires en écologie pour justement cette question d'évaluation dans mon premier axe,
de l'aménagement du territoire et puis de la concertation, donc de la géoprospective dans un deuxième axe, et puis toutes les questions sociopolitiques associées à ce portage-là que j'ai étudié dans le troisième axe. Donc, je vais commencer tout de suite par le premier axe. Donc, je me suis appuyé pour évaluer, pour justement travailler sur cette évaluation, sur l'équivalence écologique, dont je parlais un petit peu en introduction, qui est un élément assez central du dimensionnement de la compensation. Et donc, je me suis concentré sur ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation de l'équivalence écologique, qui sont des méthodes développées à l'échelle internationale pour mettre en parallèle des pertes sur un site impacté avec des gains sur un site compensé, donc plus ou moins proches de sites différents, et qui s'appuient sur une liste de critères plus ou moins développés selon la méthode, par exemple des critères de diversité structurelle, des critères de richesse spécifique, des critères de fonctionnalité, donc avec des ruptures de connectivité par exemple. J'ai sélectionné 10 méthodes donc, qui sont parmi les plus discutées à l'échelle internationale, alors, aux États-Unis, en Australie et en Europe, donc une méthode qui a été développée à l'échelle mondiale, pour regarder comment est-ce que ces différentes méthodes-là prenaient en compte différents enjeux associés à l'évaluation de l'équivalence. Ces enjeux sont au nombre de 5. D'abord, le critère d'opérationnalité. Comment est-ce que cette méthode peut être mise en avant sur le terrain? La question de la devise mesurée. Qu'est-ce qu'on mesure concrètement et qu'est-ce qu'on met en parallèle entre les pertes et les gains? Alors, j'ai remis les trois éléments, les trois composantes dont je parlais plus tôt, la structure, la composition et la fonction, qui vont vraiment être du coup, le filtre par lequel je vais regarder cette question de la devise. Les échelles spatio-temporelles, quelle échelle on considère, à la fois en projection temporelle, mais également à l'échelle spatiale. Et puis, la gestion de l'incertitude. Premier résultat de mon analyse par rapport à la gestion de ces enjeux-là par les 10 méthodes, c'est que deux des enjeux sont assez peu pris en compte, ou alors sont pris en compte de manière très homogène entre les méthodes. L'incertitude est toujours, quand elle est prise en compte, mobilisée à travers un ratio correctif. Et l'échelle temporelle, quand elle est prise en compte, est toujours gérée par projection par avis d'expert sur à quoi ressemblera le site dans X années. L'échelle spatiale, elle, donc, à un autre niveau, est gérée de façon tout ou rien en fonction des méthodes. Soit les méthodes sont explicitement centrées sur l'échelle projet, soit les méthodes sont explicitement centrées sur une échelle plus large, l'échelle du paysage. Donc au final, c'est plutôt ces deux enjeux-là, la question de la devise mesurée et de l'opérationnalité, qui sont vraiment la source d'un trade-off important dans la conception des méthodes. Et donc on a en gros un compromis entre des critères d'opérationnalité qui seraient associés à plutôt la prise en compte de la structure et de la composition, face à une intégration de la fonctionnalité qui se fait au détriment, quelque part, dans la conception des méthodes, à cette opérationnalité. Donc, ce résultat, il est intéressant parce qu'il permet de placer le critère sur comment est-ce qu'on peut améliorer les méthodes, et notamment, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer cette fonctionnalité-là sans peser sur l'opérationnalité. Et c'est un des éléments que j'ai voulu regarder en particulier en intégrant des nouveaux outils, donc encore une fois, nouveaux au sens de l'application de la séquence ERC, dans ces méthodes-là. J'ai étudié spécifiquement 4 outils, donc la simulation numérique, la télédétection, l'ADN environnemental et la génétique du paysage, qui sont des outils qui sont mobilisés aujourd'hui dans le bureau d'études Théorico. Et j'ai commencé dans un premier temps par regarder comment est-ce que ces outils-là peuvent être intégrés en fait, dans les méthodes en l'état. Donc j'ai regardé critère par critère de l'évaluation dans chaque méthode. Est-ce qu'on pouvait répondre à ces critères-là en mobilisant un de ces outils? Donc j'ai sorti cette première analyse-là avec le pourcentage d'intégration. On se rend compte que les outils numériques, la modélisation et la télédétection peuvent être utilisés de façon beaucoup plus conséquente dans les méthodes que les outils génétiques, mais les outils génétiques peuvent tout de même être mobilisés dans beaucoup de méthodes que j'ai étudiées, parce qu'il y a une information en dessous. Une fois que j'ai fait cette intégration potentielle, donc qui montre que tous les outils peuvent être mobilisés dans au moins un critère, j'ai regardé l'impact de cette intégration-là. Et je me suis rendu compte, globalement, qu'on avait des bénéfices assez importants, notamment dans l'évaluation en tant que telle, avec un meilleur équilibre dans les composantes de biodiversité, composition, structure, fonction, et une objectivation des résultats par la mobilisation de ces outils. Donc, un peu moins d'avis d'experts, plutôt potentiellement subjectifs, associés à l'évaluation. L'intégration, je l'ai dit, est possible dans toutes les méthodes aujourd'hui. Et en termes de faiblesse et de menace, on a un changement dans les compétences à mobiliser et dans les approches générales associées aux méthodes, avec notamment plus de temps d'analyse et potentiellement pas exactement le même type de terrain. Donc, ce premier axe-là m'a permis de regarder comment est-ce que différents outils pouvaient être mobilisés dans l'évaluation. Et maintenant, l'objectif, c'est de passer à une deuxième étape, de tester un de ces outils-là à l'échelle de la planification pour l'évaluation et la construction d'une stratégie associée à la séquence ERC. Donc, j'ai travaillé, ma thèse a été associée à une étude menée par le bureau d'études Théorico pour 1000 métropoles,
Donc, mon site d'étude est bien cette métropole-là, un territoire plutôt sous tension au niveau de l'aménagement, avec un développement assez important du territoire, une augmentation de la population qui est prévue à toujours 1% par an, du développement à la fois en termes d'urbanisme et puis en termes de grands projets. On ne voit pas bien, mais c'est la gare Nîmes-Pont-du-Gard, ici, donc, qui est un projet d'ampleur qui a vu le jour au sud de la ville de Nîmes, avec des objectifs de réduction assez importants, politiques, pour la suite de l'aménagement du territoire, notamment associés forcément à des enjeux écologiques très présents sur le territoire. Donc, on peut le voir sur cette carte-là avec tous les périmètres de zones d'inventaire patrimoniaux ou de zones de préservation sur la métropole de Nîmes, donc qui traduisent une patrimonialité importante du territoire, et puis la présence d'espèces protégées et pour lesquelles la métropole de Nîmes a une responsabilité à l'échelle au moins régionale, la diane par exemple, le lézard osselet ou l'outarde canepetière, pour laquelle la métropole de Nîmes a une responsabilité même au niveau européen en raison de la taille de population de l'espèce sur ce secteur-là. Donc, toute cette mise en tension amène à un besoin aujourd'hui de réfléchir autrement l'aménagement du territoire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé les outils de simulation numérique en support d'une démarche de modélisation d'accompagnement, qui permet la co-construction d'une stratégie sur le territoire. Donc, concrètement, on a lancé un processus itératif entre des phases de modélisation et des phases de co-construction. Modélisation sur 25 espèces sélectionnées en atelier, donc 15 espèces décrivant 4 écoprofils, 4 types de milieux différents, et 10 espèces à enjeu très fort sur le territoire, à la fois d'un point de vue réglementaire, mais aussi en termes de responsabilité locale. Et on a mobilisé un peu plus de 31 structures sur 4 ateliers, répartis au fur et à mesure de l'étude. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, donc, des phases d'atelier se répondaient avec des phases de modélisation. On a commencé par faire le choix des espèces pour la simulation, qu'on a pu lancer après en modélisation. On a fait un retour auprès des acteurs pour faire une modification du paramétrage, une première prise en main de ces simulations spécifiques. Ils nous ont amené une deuxième phase de modélisation sur les écoprofils qu'on a fait travailler en atelier pour générer des cartes de trame, donc de fonctionnalité des habitats, des sous-trames, qui nous ont amené après un calcul de score de fonctionnalité synthétisé sur le territoire. On a également discuté pour produire la stratégie d'évitement. Je vais vous présenter quelques résultats associés à cette démarche-là. Donc, le premier niveau de résultat, c'est les résultats par espèce. Donc, vous avez ici à l'écran. Ici, vous avez le résultat pour l'outarde canepetière, donc une espèce très importante pour le territoire et à responsabilité importante. Donc, les résultats de simulation nous permettent d'avoir une carte du fonctionnement de la métapopulation de l'espèce sur le territoire. Donc, comment est-ce que l'espèce se maintient, à la fois à travers les dynamiques démographiques, les probabilités de maintien de l'espèce sur les différents habitats, et puis la dynamique de déplacement. Et on identifie assez vite l'importance notamment de la zone de costière, donc au sud de Nîmes, pour le maintien et la fonctionnalité de cette espèce, avec des enjeux qui ont été très discutés, qui sont les continuités nord-sud, et notamment les ruptures de connectivité qui sont associées à l'autoroute au nord de la costière et puis à la LGV au sud de la costière. Je reviendrai sur ces éléments. Alors, je vois juste qu'on a... Ah. Ok, pardon. C'est revenu normalement. Donc, ce premier niveau de résultat plutôt spécifique qui nous a après amené à construire un score de fonctionnalité associé à du coup, la fonctionnalité pour les déplacements, donc de corridors, et la fonctionnalité associée à la dynamique de maintien de l'espèce, donc plutôt associée au patch. On a synthétisé pour avoir un score synthétique global comme la moyenne par unité de surface, donc par pixel, de l'importance écologique de chaque espèce. Donc ça, c'est un résultat qu'on a discuté en atelier et qu'on a également élaboré sur la base des retours des ateliers. Je vais y revenir justement à ces ateliers. Donc, on a mobilisé à quatre occurrences des groupes d'acteurs qui ont bien voulu répondre présent, avec différents acteurs, différentes typologies d'acteurs mobilisés, à la fois des acteurs institutionnels, la région et l'État, des acteurs associatifs, les associations de protection de la nature, les gestionnaires d'espaces naturels, des acteurs utilisateurs du territoire, des interprofessions, notamment la chambre d'agriculture, et puis tous les services de la métropole, au-delà des services plutôt du développement durable et de l'aménagement, les services d'assainissement, de gestion de l'eau et des réseaux, qu'on a fait travailler sous la forme d'une table ronde directement sur les cartes.
Alors ici, je vous mets une des discussions, notamment sur cette question de la carte synthétique d'importance fonctionnelle, avec du coup, les acteurs qui se sont appropriés les résultats en travaillant directement sur les cartes. On a eu des discussions assez intéressantes entre acteurs qui ont mobilisé ces résultats-là du coup, dans des débats ou en tout cas dans des argumentations, avec l'identification d'enjeux qui sont relativement élevés ou alors des très belles zones qu'il faut éviter forcément ici. Donc, je vous parlais tout à l'heure des continuités nord-sud pour une tarde, c'est quelque chose qui a particulièrement attiré l'attention des acteurs pendant les ateliers. La carte finale donc, de cette partie-là de ma thèse, c'est celle-ci, donc une carte stratégique de l'évitement. Donc, chaque pixel ici coloré en rouge correspond à un souhait des groupes de travail de maintenir l'aménagement en dehors. Donc, une vraie préservation pour la stratégie d'aménagement du territoire. Elle a été construite sur le choix d'un seuil de fonctionnalité au-dessus duquel tous les pixels étaient considérés dans les zonages d'évitement, et puis complétée par des secteurs connus comme étant d'importance écologique importante, enfin, majeure pour le territoire, notamment des éléments structurels, les cours d'eau, etc. On trouve ici les deux éléments que j'avais entourés juste avant, qui ont été rajoutés parce que considérés par les acteurs comme étant très importants. En termes de bilan de l'étude empirique, donc on a réussi à mobiliser des acteurs dans une démarche de planification pour arriver à cette carte-là, donc qui se sont emparés des résultats fonctionnels et puis qui ont discuté ces résultats-là et les ont intégrés dans leur discussion. Il y a eu une appropriation assez intéressante de ces résultats par les services techniques, notamment qui s'est traduit par une traduction de ces résultats auprès des élus, avec une vraie mise en œuvre d'une stratégie d'évitement, qui se traduit par la diminution assez importante du besoin compensatoire sur le territoire. On est passé de 800 hectares projetés sur 10 ans à 310 hectares, avec une réduction de budget associé assez importante, donc qui traduit bien du coup, la mise en œuvre de cette phase d'évitement. Et puis, un élément assez intéressant, c'était une question de résolution de conflits entre les acteurs, notamment entre la métropole et les services de l'État, qui commençaient à avoir un petit peu plus de mal à laisser passer des projets en raison du coup, de ce besoin compensatoire qui ne cessait d'augmenter. Donc, la prise en compte de ces résultats par les élus, ça a été un élément assez important à garder en tête, notamment pour conclure sur l'utilité de cette démarche-là. Et c'est l'objet de mon troisième axe de recherche. Quelle est en fait la dynamique d'engagement des élus associée à la préservation de la biodiversité. Et donc, pour traiter cette hypothèse-là, j'ai été enquêté pendant des entretiens semi-directifs d'environ 1 heure en face-à-face avec des élus, 15 élus répartis sur 8 territoires différents. Alors, des élus que j'ai sélectionnés en lien avec des discussions avec les services techniques, qui soient soit maires, soit premiers adjoints dans leur commune, et mobilisés sur des questions d'aménagement du territoire, de planification ou de la biodiversité dans une métropole ou une intercommunalité. Et pour cette enquête, j'ai ciblé en particulier 3 verrous qui apparaissent de la bibliographie et puis des retours d'expérience à une métropole qui pourraient bloquer le processus de prise de décision pour arriver à une meilleure intégration de la biodiversité dans l'aménagement. Le premier verrou est associé à la dynamique d'engagement des élus pour la biodiversité. Le deuxième verrou serait plutôt associé à un manque de connaissance des enjeux réglementaires, à la fois de la réglementation, mais aussi des conséquences d'un défaut de son application. Et puis, un décalage entre la perception des élus, la connaissance des élus, des actions mises en œuvre sur leur territoire, et puis la réalité de leur mise en œuvre. Alors, je vais vous présenter rapidement ces 3 verrous-là. Donc, le premier, je l'ai étudié en mobilisant le cadre de la sociologie des régimes d'engagement, qui me permet vraiment d'analyser, de Boltanski et Thévenot, qui me permet réellement d'analyser la dynamique d'engagement des élus autour de cette question-là. Et donc, j'ai mené en fait une analyse du discours des élus pendant cet entretien, sur une phase de l'entretien laissée très ouverte sur ces questions de biodiversité. Je me suis rendu compte que tous les élus que j'ai rencontrés, quasiment à un près, avaient vraiment un engagement pour la biodiversité. C'est-à-dire que la préservation de la biodiversité, c'était quelque chose de présent sur leur territoire et présent dans leur exercice politique. Cependant, j'ai pu identifier assez vite une faiblesse au niveau de cet engagement-là qui reste un vœu pieux, c'est-à-dire qu'on a un engagement qui ne se traduit pas forcément par action. Potentiellement associé à la notion de contrainte assez forte autour de cet engagement, la préservation de la biodiversité, on y est contraint et forcé, ce que m'a dit un élu. Et donc, la faiblesse de cet engagement et de sa traduction en action, elle est notamment associée à des questions de montée en grandeur, c'est-à-dire de mise en opposition et de débat autour de la préservation de la biodiversité face à d'autres enjeux qui génèrent des engagements
plus fort des élus pour leur territoire, notamment des enjeux de développement du territoire qui en fait prennent le pas sur la préservation de la biodiversité. La question de l'environnement au sens sociologique des élus et dans lequel leur engagement naît et est cultivé est très intéressante et semble plutôt défavorable, avec notamment des problématiques vis-à-vis des administrés, donc des propriétaires pour qui ce n'est pas l'enjeu principal, par exemple, et puis par les élus que j'ai rencontrés, face à d'autres élus, des bagarres un peu homériques pour faire exister cet engagement-là. Donc, par rapport à ma première hypothèse, l'engagement des élus pour la biodiversité, il existe bien, mais il est assez faible en termes de transformation en action, notamment à cause de ces deux éléments. Mon deuxième verrou, donc, par rapport aux enjeux réglementaires, je l'ai étudié en analysant le discours sur des parties de l'entretien beaucoup plus dirigées vers les questions de la séquence ERC notamment. Premier résultat, c'est que je me suis rendu compte qu'on a une plutôt bonne connaissance du dispositif ERC par les élus. C'est-à-dire que 12 sur 15 connaissaient la séquence, au moins par l'entrée de la compensation. La réduction fait beaucoup de sens, l'évitement est un peu plus complexe. Mais pour des acteurs qui ne sont pas techniciens, c'était plutôt une bonne nouvelle. Par contre, je me suis rendu compte aussi qu'on a une connaissance assez limitée en fait, des difficultés associées à un manque d'application de la séquence ERC pour leur territoire. Donc, certains élus qui se rendent pas bien compte de ce qu'ils signent, ou des élus d'autres services qui mettent la tête dans le sable, qui ne sont pas en fait bien conscients des difficultés pour leur territoire, notamment administratives, qu'un problème d'application de la séquence pourrait générer. Donc, par rapport à cette hypothèse-là, la connaissance des enjeux réglementaires y était, donc mon hypothèse est plutôt réfutée. Par contre, le besoin de respecter cette réglementation-là est beaucoup moins. Et le troisième verrou que j'ai étudié, donc je l'ai étudié en mettant en parallèle les discours de services techniques avec les discours d'élus pour essayer de comprendre un peu plus en détail comment est-ce qu'eux percevaient ce qui se passait sur leur territoire et qu'est-ce qui se passait réellement sur leur territoire. Je me suis rendu compte qu'on avait deux réponses différentes entre une métropole et 12 métropoles, dans lesquelles les élus m'ont parlé du coup de grandes prises en compte de la biodiversité qui ne se traduit pas réellement sur le terrain, notamment à l'échelle de Toulouse Métropole, et donc un décalage entre ce que l'élu dit et la réalité du terrain. Et au contraire, sur le pays de Marais-Oléron, un très bon niveau de connaissance des enjeux écologiques et de la réponse politique aux enjeux écologiques, politiques et techniques, aux enjeux écologiques du territoire, qui se traduit par en fait un très bon niveau, un discours entre les services techniques, ça va revenir, entre les services techniques et les élus qui du coup, est plutôt bon. C'est bon, ça revient. Donc, pas mal de questions autour de qu'est-ce qui pourrait différencier ces deux types ou ces deux réponses. Peut-être une proximité plus importante entre les services techniques dans une collectivité un peu plus petite. Donc, pour synthétiser, j'ai regardé pendant ma thèse comment est-ce qu'on pouvait améliorer cette question d'évaluation, comment est-ce qu'on pouvait mobiliser des outils nouveaux pour la mettre en œuvre et la mettre en œuvre dans un processus concerté avec toute une phase de co-construction importante avec les acteurs du territoire. Et puis, pour s'assurer de la mise en œuvre de ce type d'approche-là, comment est-ce qu'on pouvait, quels étaient les déterminants sur 3 verrous spécifiques de l'engagement des élus. Alors, quelques points de perspective. D'abord sur l'opérationnalité, qui est un élément assez important. Donc, étant doctorant en convention CIFRE, basé dans un bureau d'études technique, la question de l'opérationnalité, de la mise en œuvre réelle est assez importante pour moi, avec une posture de recherche en recherche-action assez forte. Et donc, on peut expliciter l'opérationnalité, selon la thèse d'Agnès Méchin, en 3 axes. L'utilité, donc en quoi est-ce qu'un outil ou une méthode répond à un besoin. Et c'est ce que j'ai étudié dans mon premier axe, en regardant comment est-ce que les différents outils pouvaient répondre à un besoin pour améliorer l'évaluation. L'utilisabilité, donc comment est-ce que des acteurs, des opérateurs vont se mobiliser autour d'un outil et d'une approche et vont pouvoir la mettre en œuvre sur un territoire. Concrètement, c'est ce que j'ai regardé dans mon axe 2, avec du coup, la faisabilité et la réalité de la mise en œuvre d'une démarche de planification. Et puis le troisième point, sur l'acceptabilité socio-organisationnelle, donc, qui correspond en fait à toutes les normes sociales et le contexte d'application associé à un outil à une méthode. Et donc, j'ai quelques éléments sur cette acceptabilité-là, par la prise en main des résultats à une métropole, à la fois par les acteurs du territoire, mais également par les élus, les services techniques. Et il reste énormément de questions sur
la conformité réglementaire, l'acceptabilité institutionnelle associée à ce type d'approche-là, qui constitue une perspective intéressante de mes travaux de recherche. Comment est-ce qu'on peut renforcer ces voies d'acceptabilité-là, notamment d'un point de vue institutionnel, et l'utilisabilité de ces résultats pour plus de collectivités, mais également des acteurs qui gravitent autour de la planification du territoire et de l'aménagement. Notre perspective, c'est évidemment la poursuite de la stratégie ERC pour la métropole de Nîmes. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté mes travaux à la mise en œuvre de l'évitement. L'étude opérationnelle a continué. On est aujourd'hui en train de construire la stratégie de compensation, donc des éléments qui doivent être étudiés un peu plus en détail et pour laquelle on va devoir bien suivre quelles conséquences elles vont avoir pour le territoire. Et puis, regarder en détail quelle traduction réglementaire de ce type d'approche-là, au sens large, pas seulement pour une métropole, mais l'application de la planification de la séquence ERC au sens large, comment est-ce qu'on peut la traduire d'un point de vue réglementaire dans les documents d'urbanisme? Et là encore, se cache quelle prise en main de ce type de résultats et de ce type d'approche par les élus pour l'avenir de leur territoire. Une dernière perspective est celle du gain en transversalité dans la préservation de la biodiversité qui pourra être recentrée dans la planification du territoire, notamment en développant des stratégies conjointes d'aménagement et de conservation associées à cette question de la biodiversité dans la planification. Et l'étude qu'on a menée sur Nîmes s'inscrit totalement dans ce type d'approche avec plutôt du coup, une stratégie de conservation associée à une stratégie d'évitement. Et pour la compensation, ce qui reste à construire, une vraie stratégie de conservation à l'échelle de la métropole. Et je vous remercie de votre attention.